Salut tout le monde, petite vidéo à la cool aujourd'hui. Comme je vous l'avais promis, c'est les 2 ans de la chaîne, 10 000 abonnés. Alors pour fêter ça entre guillemets, on va faire une petite FAQ et je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, bien sûr, je tiens d'abord à vous remercier. Depuis le début de l'année, on est passé d'à peine 1000 abonnés que j'avais traîné comme ça pendant 1 an et demi à plus de 10 000 aujourd'hui. Donc c'est grâce à vous que la chaîne continue à vivre, continue à grandir. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est merci, merci, merci et merci encore. Juste un petit rappel avant de continuer, pensez à regarder si vous êtes toujours abonné à la chaîne. En ce moment, je perds énormément d'abonnés. Il y a un jour, j'ai perdu 50 abonnés le même jour. Alors je comprends qu'il y a des gens qui arrivent et qui quittent la chaîne parce que le contenu leur convient plus ou ça les intéresse plus. Mais depuis le mois d'août, je constate tous les jours 2, 3, 4, 5, donc ça commence à faire beaucoup. Et je sais que YouTube, des fois, désabonne les gens comme ça à sa propre volonté. Donc, allez vérifier quand même que vous êtes toujours bien abonné. Bon, voilà, on va commencer par la question la plus simple. Quel âge est-ce que j'ai ? J'ai 51 ans. Comme quoi, on peut se lancer sur YouTube à plus de 50 balais. C'est faisable, n'importe qui, avec un petit peu de bonne volonté et puis des idées et un petit peu de matériel, un téléphone portable et un bout de micro, ça peut suffire. Donc si vous aussi vous avez des envies, n'hésitez pas, il faut le faire. Allez, question encore classique, quel est mon parcours ? Mon parcours est plus banal, on va dire au début, bac scientifique, donc bac D, ce qu'on appelait bac D à l'époque, bac scientifique, option biologie. Derrière, j'ai fait 2 années de faculté de biologie également, tout en faisant en parallèle des fouilles archéologiques en tant que bénévole. On peut faire des fouilles archéologiques, on n'a pas besoin d'être étudiant en archéologie ou être chercheur, ou etc., etc. On peut être bénévole et aller sur des chantiers de fouilles archéologiques. Moi, quand j'y étais, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et il y avait sur les chantiers un ancien gendarme, une infirmière, un ingénieur, etc., etc. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Pour les passionnés, ça permet d'aller assouvir un petit peu sa passion de l'histoire. Et c'est un peu aussi ce qui m'a mené beaucoup à créer ma chaîne, justement, cette passion de l'histoire et ces histoires que je vous raconte un peu partout. Et ce côté archéologie, je trouve un peu archéologie moderne des fois quand on va chercher dans les histoires d'automobile ou d'aviation. Mais ça, on y reviendra dans des prochains sujets, vous verrez bien. Donc ensuite, comme je vous disais, j'ai fait 2 années de fac de biologie. Le système universitaire m'a complètement dégoûté. En fait, je pense que c'est certains profs qui m'ont dégoûté de ce système-là et je me suis aperçu que j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus cadré. Donc j'ai décidé de me préparer à des concours, pour devenir prof de sport, parce qu'à l'époque, je faisais énormément de sport. C'était à peu près une quinzaine d'heures de sport par semaine. Du volleyball essentiellement, mais de la musculation, de la natation, du cyclisme. Voilà pour l'essentiel. Mais en plus du concours de prof de sport, je préparais également l'entrée dans l'armée de l'air et dans l'aéronaval. Finalement, c'est le concours de l'armée de l'air qui m'a ouvert le premier les portes, qui m'a proposé la meilleure opportunité. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais devenir météorologue, mais il n'y avait plus de place disponible avant au moins 1 an. Donc j'avais pas envie d'attendre 1 an de plus à faire ce que je faisais, c'est-à-dire donner des cours et puis entraîner des équipes de volleyball, parce que j'étais aussi entraîneur et arbitre. J'avais pas envie de perdre plus de temps que ça, mais on m'a proposé un poste de contrôleur aérien. Et le gars qui m'a proposé ça me l'a sûrement très bien vendu, et de toute façon le contrôle aérien c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, parce que quand on se propose d'aller dans l'armée de l'air, c'est qu'on aime l'aviation en général. Il m'a vendu un truc terrible en me disant contrôleur aérien, t'as l'aptitude médicale pilote de chasse, donc tu peux aller voler quand tu veux, même si t'es pas pilote. Et ça a fini de me décider, quoi. Donc je suis rentré dans l'armée de l'air à Nîmes en 94, le 6 juillet 94. Et après j'ai été muté en première affectation à Tours. Et la chance d'être à Tours, c'est qu'il y a l'école de chasse ici, et donc ça m'a permis d'aller voler quand je voulais sur avion de chasse, sur Alpha Jet. Donc j'ai fait plus de 50 missions en Alpha Jet. Il suffisait qu'on appelle la veille, bonjour, est-ce que vous avez des places de PAX demain ? Et il disait voilà, demain vous venez sur une nave, sur une mission de combat, sur un entraînement à la voltige ou des choses comme ça. Et j'ai fait tout un tas de missions là-dessus. Et en parallèle, ça m'a permis bien sûr d'aller voler sur tas d'autres choses. J'ai volé sur Casa 235, sur Transal, AWACS. J'ai volé sur Nord 262 à l'époque, pour ceux qui ont connu. Donc Alpha Jet, je vous l'ai dit,
Mirage 2000. Ça, c'était le top du top. Et si vous avez vu les dernières vidéos avec le bonus que j'ai mis à la fin, hein, n'oubliez pas le bonus à la fin, et ben j'ai volé également sur Fennec et sur Puma en Guyane. Voilà. Et Fennec, pas que en Guyane, mais aussi en région parisienne pour ma formation. Donc voilà, ça m'a permis de faire des choses extraordinaires, d'être entré dans l'armée de l'air, de voler sur tout un tas d'appareils. Je connais des gens qui sont en armée, qui n'ont jamais volé sur autant d'appareils que ça. Nous, les portes étaient ouvertes, donc j'en ai profité. J'en ai bien profité. Bon, après, j'ai décidé de quitter l'armée en 2012, pardon, et pour des raisons de mutation, etc., des raisons familiales. Et donc, je suis rentré à la SNCF. Alors là, SNCF, je suis rentré à la régulation du trafic également. Bah oui, aiguilleur du ciel, aiguilleur des trains, et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement. Au début, ça a été un petit peu difficile avec les anciens cheminots, parce que quand on arrive de l'armée et qu'on rentre à la SNCF, il y a un petit peu un choc de culture et de mentalité. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Une nouvelle génération qui arrivait, je suis arrivé à un moment où ils recrutaient énormément de nouveaux, on va dire, avec des gens qui avaient déjà travaillé ailleurs que la SNCF, dans des entreprises, etc. Donc il n'y avait pas cette mentalité 100% cheminot, qui est un peu bourrin des fois, même très bourrin souvent, même s'ils sont très professionnels, hein, ça ne peut pas leur reprocher. Ce changement de mentalité, ça s'est fait au fur et à mesure, et je ne regrette pas du tout ce passage-là par la SNCF, que j'ai quitté 8 ans plus tard. Pourquoi j'ai quitté la SNCF? Tout simplement parce que je ne trouvais plus ma place. J'étais bloqué à un endroit, au niveau de la RH, il n'y avait pas moyen de bouger, de faire quoi que ce soit. On m'avait fait miroiter des choses quand j'étais rentré à la SNCF qui ne sont pas avérées vraies. Donc ben voilà, quand j'arrivais à un moment où j'ai fait le tour, ben j'ai décidé de changer. Donc je suis rentré chez Keolis. Keolis, c'est une société de transport en commun. Donc j'étais manager là-bas pour gérer des conducteurs de bus et de trams. Ça s'est pas bien passé, au bout de 3 mois je suis parti, on me l'a fait un peu à l'envers là-bas aussi, donc je suis rentré dans ce que je fais actuellement. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que je fais comme métier actuellement, je suis superviseur PC sécurité au niveau d'une société d'autoroute. Donc je travaille à la supervision des autoroutes, de là on gère tout ce qui se passe sur le réseau autoroutier, c'est-à-dire les travaux, l'information client, et puis tous les événements qui peuvent se passer, de l'objet qui va tomber d'une voiture, de l'accident, un poids lourd en feu, une maman qui a oublié sa fille dans les toilettes et qui est repartie parce qu'elle a oublié sa fille. Rigolez pas, ça arrive beaucoup plus souvent que vous le croyez. Et il y a des choses dont on peut rire des fois parce que, bon, voilà, a posteriori, quelqu'un qui a oublié sa grand-mère dans les toilettes et qui est reparti sans elle, bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme, mais parfois il y a mort d'homme. Donc ça, c'est le côté moins drôle du boulot. Mais bon, voilà, c'est le quotidien. On travaille en 3-8, on est là H24, 7 jours sur 7. 365 jours par an et on fait le taf. Je suis très content d'être là et puis on verra ce que l'avenir me réserve, mais pour l'instant ça fait 3 ans que j'y suis et il n'y a pas de raison que ça change pour l'instant. Donc voilà pour mon parcours professionnel. Pour ceux qui voudraient savoir si j'ai des compétences techniques en matière d'automobile, machin, je suis pas du tout mécano. Quand j'étais gamin, j'avais un tonton mécano qui m'a appris les bases de la mécanique, mais ça se limite à ça. J'ai aucune formation de carrossier, de quoi que ce soit en mécanique. En aviation, j'ai tout ce que j'ai appris dans l'armée de l'air et puis dans les bouquins et sur Internet parce que, pareil, je ne suis pas pilote, je ne suis pas mécanicien avion, mais je suis curieux. Donc, quand je me pose une question, je vais chercher la réponse. C'est pour ça que quand j'ai fait le post sur la FAQ, il y en a certains qui m'ont posé des questions hyper techniques de comment est-ce que tu vois l'avenir, les biocarburants pour l'aviation de chasse, est-ce que les Chinois ont la capacité de détecter les B-21 Raider et tout? Non, ça j'en sais pas plus que vous. Si je veux vous répondre à ça, je vais aller chercher sur Internet pour faire une synthèse de tout ça et puis vous apporter une réponse. Mais je suis pas là non plus pour vous tenir la main. Donc c'est pour ça, les sujets trop techniques comme ça, je déteste dans mes vidéos donner des chiffres. Il y en a qui vous abreuvent de chiffres, ils font un essai de voiture ou d'un avion, ils vont vous parler de tout un tas de trucs. Moi je m'en fous de tout ça, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. L'histoire que je raconte, le sujet que je peux développer, etc. Et j'espère que c'est ce qui vous plaît aussi, parce que comptez pas sur moi pour vous déballer des chiffres à tout va. Alors pour ceux qui voudraient savoir comment ça m'est venu cette idée de faire une chaîne YouTube comme ça, à mon âge, c'est parti pendant le Covid en fait. Pendant le Covid, comme tout le monde, je me faisais chier à la maison. J'en avais marre de regarder des séries sur Netflix, etc. Et en discutant avec mon fils aîné, il m'a dit, écoute papa, toi t'as de l'expérience dans l'armée de l'air, tu t'intéresses à l'aviation, machin, pourquoi tu ferais pas une chaîne qui parle de ça? Je me suis dit pourquoi pas, mais je trouvais pas le truc. J'avais plutôt une envie de faire autre chose, un truc un peu plus, on va dire, culturel, généraliste, parce que je m'intéresse à énormément de choses et que je voulais partager. Et en fait, j'ai créé une première chaîne qui s'appelait Va Savoir.
Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont allés dessus, parce que c'est là-dessus que j'ai hébergé la vidéo bonus de la vidéo sur la Guyane. Cette chaîne, je m'étais inspiré de Nota Bene et puis de la chaîne Axolotl de Patrick Beau pour vous raconter des histoires, des curiosités en fait. Donc j'avais fait quelques vidéos sur un menhir de ma région, sur les tags, une vidéo qui s'appelle Je tag, donc je suis, qui raconte l'histoire du tag et pourquoi les gens taguent. Une autre sur la pixeloire, je vous laisserai aller voir ça, ce que c'est. Sur cette chaîne, il y a 4 vidéos en tout et pour tout. Et en fait, au fur et à mesure que je cherchais à développer des projets, je me suis rendu compte que j'avais pas les moyens techniques de réaliser les projets que j'avais envie de faire. Et que quand je mettais des idées sur le papier, de plus en plus, je revenais à des idées qui parlaient d'automobile ou d'aviation. Je me suis donc dit que finalement, pourquoi ne pas réorienter la chaîne vers ces sujets-là, parce que c'est des sujets que je maîtrisais plus et qui demandaient moins de moyens, en fait, parce qu'on trouvait énormément de choses sur Internet. Donc du coup, plutôt que de réorienter la chaîne, je me suis carrément dit, je vais en créer une nouvelle. Et quitte à parler d'auto et d'aéronautique, je l'ai appelé Aéroto. Et de là, ça fait 2 ans que je vous balance des sujets, à raison d'un sujet par semaine, qui parlent de mes 2 passions, hein, l'aviation et l'aéronautique. Donc voilà, a priori, écoutez, ça commence à marcher. Au bout de 2 ans, on est plus de 10 000, donc on va continuer comme ça. Et d'ailleurs, on va continuer avec la question suivante. Souvent, c'était quels sont les projets pour la chaîne ? Et l'année prochaine, justement, il va y en avoir plein qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Ça fait 2 ans que je tourne toujours dans mon salon, avec mes cadres derrière moi. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, avant j'étais dans un autre appartement, j'avais une déco Star Wars, on va dire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer d'air un peu et d'aller sortir un peu de chez moi. Faire toujours le même format de sujet, ça commence à être lassant, pour moi, peut-être comme pour vous aussi. Donc, il va y avoir des nouveaux formats. J'avais sorti il y a quelques temps un format Aéroto Info qui parlait des sujets d'actualité. Bon, j'ai pas continué parce que c'était compliqué pour moi de faire ça. Je l'avais sorti tous les lundis. Sortir une vidéo par semaine plus l'Aéroto Info, c'était beaucoup trop pour moi parce que je travaille aussi à côté et puis j'ai des enfants, donc j'ai aussi une vie à l'extérieur. Hein. Mais je me dis que ça pourrait revenir sous un autre format. Donc si ce format Aéroto Info vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que je referai, je suis en train de voir un peu m'équiper avec du nouveau matériel, etc. Peut-être pour relancer ce format-là, mais avec une nouvelle inspiration, on va dire. Deuxième chose, il va y avoir des collaborations normalement avec des youtubeurs, d'autres youtubeurs. Ça, je vous en parle pas tout de suite parce que pour l'instant rien n'est fait, mais j'ai des contacts qui sont pris. Ça devrait sortir mois de novembre, octobre-novembre peut-être. Ouais, il va y avoir du beau monde normalement. Il y a une chose qui est quasiment actée avec un très gros youtubeur. Et puis après, on verra ceux qui répondent à mes sollicitations, etc. et voir ce qu'on peut faire avec eux. Dernière chose, comme je vous l'ai dit, je vais sortir d'ici. Pareil, j'ai pris des contacts avec des gens je vais essayer de me faire prêter des véhicules. Alors pas pour juste faire un essai et puis vous dire oh là là, la voiture elle est belle, elle marche bien, vous avez vu, ça fait tant de chevaux, ça fait tant de trucs, ça je m'en fous. Comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Donc si on prête un véhicule, c'est soit que ce sera un véhicule qui a une histoire à raconter, soit ce sera un véhicule hors du commun. Et quand je dis hors du commun, je parle pas d'une Porsche ou d'une Ferrari ou un truc comme ça, hein, ça reste, on va dire, assez facile à trouver. Si je parle d'un véhicule hors du commun, c'est que vraiment c'est le genre de véhicule que vous croiserez pas ailleurs. Donc là, j'en ai un sous le coude, ça c'est sûr, 2 peut-être. Et puis après, on verra les portes que ça ouvre, parce que comme je vous dis, je suis en train de prendre du contact avec pas mal de monde. Donc il va y avoir des choses. Laissez-moi le temps, il faut que j'achète du nouveau matériel. Il faut que je prenne mes habitudes aussi, parce que c'est pas un format que j'ai l'habitude de faire. Donc il va falloir, ça vous paraît peut-être bête, mais il faut s'entraîner. Si vous regardez mes premières vidéos, les vidéos que je fais aujourd'hui, j'ai pas la même aisance à l'oral. J'étais tout figé au départ, j'étais comme ça, je parlais... voilà, on s'habitue, mais quand je vais sortir de chez moi, il va falloir que j'apprenne des nouvelles choses, à utiliser du nouveau matériel, etc., etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais allez, on va y arriver pour la fin de l'année, début d'année prochaine, on va sortir d'ici. On va aller voir des nouvelles choses, même si je continuerai toujours les formats historiques comme ça. Hein. Quand ça parle d'aviation, c'est beaucoup plus difficile de se faire prêter un avion que de se faire prêter une voiture. Mais il y a des choses qui vont arriver quand même. Bref. Voilà pour l'avenir de la chaîne, ça va évoluer. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, restez à l'écoute. Alors pour ceux qui voudraient savoir ce que je pense de l'avenir de l'aviation, pour moi l'aviation civile, mis à part les nouveaux biocarburants, des avions plus économiques, etc., et plus efficients, etc., on va pas révolutionner les choses dans le secteur du civil. Les avions de ligne, ça fait
60 ans qu'on fait des avions à réaction. À part leur efficacité, le confort, etc. Et encore le confort, aujourd'hui on a de plus en plus de charters, on dirait des bétaillères. Hein. Il n'y a pas longtemps j'ai pris un vol Ryanair, on a l'impression d'être dans un bus scolaire, hein, tellement c'est... voilà. Mais bon, pour faire 1 heure de vol, un bus, on peut faire 1 heure de bus, quoi. Mais bon, à part ça, les avions, ça reste des avions. On peut changer, les avions de ligne, hein, je parle, hein, on peut changer la forme, les rendre les moteurs plus efficaces, consommer moins de carburant, etc. Un avion, ça restera un avion. Pour l'instant, l'aviation civile, je vois pas de grande évolution. L'aviation de chasse, par contre, là, je pense qu'on va aller vers énormément de changements. Aujourd'hui, les Américains sont en train de remettre à zéro leur programme d'avions de nouvelle génération parce que les technologies évoluent plus vite que le cahier des charges. Le cahier des charges a été fait il y a une dizaine d'années. Ils étaient partis sur un avion furtif, etc., etc. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, des drones et de toutes ces technologies qui vont plus vite, en fait, ils sont en train de se dire, mais tout ce qu'on avait mis dans le cahier des charges il y a 10 ans, c'est obsolète. C'est poubelle, il faut tout revoir et tout refaire à zéro. Alors, je pense qu'en France, on va avoir le même programme, et en Europe avec le programme SCAF. Aujourd'hui, le Rafale, c'est un avion qui est capable de tout faire. Ce qu'on va lui demander de faire dans l'avenir, ça va être de l'idée des drones, en fait. Voilà, ça va être un pilote de drone, il y aura un leader avec une escadrille de drones derrière, et l'avion sera là pour faire de la transmission de données et donner des ordres aux drones qui, eux, iront effectuer leur mission. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui parle de ça justement, avec des drones largables depuis genre des A400M, des choses comme ça, où les avions vont devenir téléguidés. On le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, hein, beaucoup disent mais pourquoi on n'envoie pas des A10 en Ukraine pour détruire des colonnes de chars? Non, le A10 il ferait pas plus que ce que font les drones là-bas. Un A10 il est efficace, il a une couverture aérienne derrière, si on a fait le ménage avant lui devant. Le balancer comme ça là-bas où les Ukrainiens n'ont pas la maîtrise du ciel, il se ferait tirer comme n'importe quel autre avion. Il aurait peut-être un petit peu plus de chances de revenir au bercail, mais il en prendrait plein la gueule quand même. Aujourd'hui, le A10 ne ferait pas plus de dégâts que ce que font déjà des drones à 500 balles. Et c'est justement ce qui est en train de remettre un petit peu les choses en perspective. C'est que on se dit aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup encore d'utiliser des avions qui valent des milliards à développer et des millions à acheter, alors que des drones à 500 balles, ça fait autant de dégâts, quoi. Donc est-ce que l'avenir c'est le drone? Est-ce que c'est la fin de l'aviation de chasse? Je pense pas quand même, mais c'est en train de bouleverser pas mal de choses. Concernant la même chose au niveau de l'automobile, je pense qu'aujourd'hui on est en train de tuer l'automobile en fait. Les gouvernements, les réglementations, etc. font en sorte qu'on ait tous la même bagnole. Les voitures électriques, moi j'aime bien conduire une voiture électrique, hein, j'en ai conduit pendant 7 ans. Bon, ok, d'accord. Le problème aujourd'hui c'est que les constructeurs sont tellement dans la merde avec les voitures électriques qu'ils font tous la même bagnole. Ils prennent une base, et une base chez Stellantis, la base elle va servir à faire la 208, la 308, la 3008, la 4008, elle va servir chez Opel, etc., etc. Et comme on a tous le même châssis, on a tous le même format de bagnole. Et comme les voitures électriques, il faut qu'elles soient efficaces au niveau ergonomie et puis au niveau, je trouve plus le mot, aérodynamique, pardon, il faut que tout soit lissé au maximum. Donc en fait, fini les fioritures, les petites touches de designer qu'on pouvait trouver avant. À part mettre des feux à LED dans tous les sens et puis des jolies couleurs, regardez chez Renault aujourd'hui, il n'y a plus que des SUV. Hein. Vous enlevez la R5 qui viennent de sortir, parce qu'aujourd'hui, ils ne savent plus faire une voiture sans en faire un revival de quelque chose. On ressort la R5, on ressort les R17, on ressort le nom Rafale, on garde Capture, Mégane, Espace, etc. Même si aujourd'hui, on garde que le nom, parce que les voitures, elles n'ont plus rien à voir, quoi. Donc je pense qu'on est en train de tuer l'automobile. La passion existe toujours. Ce week-end, j'étais à Chantilly. Il y avait des milliers de voitures anciennes. Je pense que dans 50 ans, on parlera toujours de ces mêmes voitures anciennes. On ira toujours voir des vieilles Renault, des vieilles Alfa, des vieilles Ferrari, de l'âge d'or de l'automobile, de l'après-guerre jusqu'aux années 90, je dirais. Et dans 50 ans, on ira toujours voir ces mêmes voitures. Par contre, on n'ira pas voir la dernière Tesla, parce que dans 50 ans, la Tesla, elle n'aura plus du tout, parce qu'elle est faite en plastique avec des batteries qu'il va falloir recycler. Aujourd'hui, les voitures, elles sont toutes faites pour être recyclées, elles sont électroniques. C'est des gros ordinateurs avec des piles. Dans 50 ans, le jour où l'ordinateur il sera mort, il sera obsolète, machin, il n'y a personne qui va s'emmerder à refaire des ordinateurs ou des trucs pour ces voitures-là qui, de toute façon, ne seront plus maintenues. Une voiture ancienne, avec un moteur, on peut toujours réusiner des pièces, on peut toujours adapter un alternateur, on peut toujours refaire des bougies. Toutes ces choses-là, on arrive encore à les refaire. Tout le côté électronique, logiciel, etc., machin, dans 50 ans, on n'ira pas chercher une Tesla parce qu'il n'y aura plus les logiciels, il n'y aura plus l'électronique, il n'y aura plus les ordinateurs de bord.
qui seront maintenus, etc. Donc je pense que l'automobile actuelle, on la retrouvera jamais en fait. Dans 50 ans, on ira encore voir des vieilles bagnoles, on n'ira pas voir les voitures de l'an 2020. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. On est en train de tuer l'automobile. Voilà, quand je parle de l'automobile, on continuera à rouler, hein, c'est pas la question, hein. C'est la passion qui est en train d'être morte. Voilà, qu'on est en train de tuer. Bon, il reste quelques constructeurs qui arrivent encore à s'en sortir. Là, en ce moment, tout le monde est en train de se débattre pour faire repousser la limite de 2035 pour l'arrêt des voitures thermiques. Donc voilà, je pense que sous prétexte d'idéologie écologique, etc., on est en train de tuer l'avenir des passionnés. Voilà. On restera toujours avec nos voitures des années 50 ou avant, mais je pense que les voitures d'aujourd'hui ne passionneront plus les générations à venir. Allez, pour finir, on va finir avec une dernière question qui m'a été posée, puisque ça a l'air d'en inquiéter quelques-uns, c'est mon poids. Hein. On m'a dit, quand est-ce que tu te mets à maigrir pour éviter un infarctus? Eh ben, quand j'aurai envie. Et puis regardez, ça m'empêche pas de faire du sport. Ça, c'était le dernier triathlon que j'ai fait. Comme quoi, on peut faire des triathlons sans peser 40 kilos. Voilà, donc ceux qui me posent la question, allez faire un triathlon, et puis on en reparle après. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, on peut avoir du surpoids et faire du sport, et être performant quand même. Voilà, à mon petit niveau. Je ne vais pas dire que j'ai fait un triathlon et que je suis arrivé en tête, hein, mais j'ai fait un triathlon. Donc allez-y, faites comme moi, faites des chaînes YouTube, faites du triathlon, et puis venez, on fait une communauté tous ensemble. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je pense qu'on ne va pas épiloguer non plus pendant des heures, j'ai pas non plus des milliers de choses à vous raconter. Tout ce que je peux vous dire, c'est continuer à regarder ma chaîne. Merci encore. Je vous promets des nouvelles découvertes, je vous promets des nouveaux formats, et puis si ça vous intéresse toujours, mettez-moi un petit pouce en l'air sur cette vidéo, et on se retrouve bientôt ici pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!